Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laure Volmark, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste. J'ai intitulé mon intervention d'aujourd'hui « Face au malheur des autres, exil et subjectivité dans les dispositifs de soins ». Je tiens tout d'abord bien sûr à remercier Maria Melchior pour son intervention à intervenir aujourd'hui. Je vais projeter un support mais qui est très simple, où il y a surtout les références pour que vous puissiez avoir les noms des structures dont je vais parler et aussi quelques références bibliographiques. Donc je vais d'abord évoquer ici mon parcours pour situer mon point de vue, ou plus exactement mes points de vue sur la santé mentale des exilés, puisque j'ai eu et j'ai encore la chance aujourd'hui d'occuper des fonctions diverses dans ce champ clinique particulier. J'ai été psychothérapeute pour des personnes exilées dans 2 associations. Je suis superviseuse d'équipe accompagnant ce public. J'ai été coordinatrice de projet, toujours dans ce même champ. Actuellement, je suis chercheuse associée au centre de réflexion de Médecins sans frontières, qui s'appelle le Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, bien nommé le CRASH, pour lequel je conduis une recherche sur les pratiques et les controverses en santé mentale, à partir du cas de la section française de MSF. Donc dans cette recherche, l'étude des projets dans le champ de la migration en France que MSF a mis en place tiennent une place considérable. Donc cette pluralité de points de vue m'a conduit à appréhender l'importance non seulement des méthodes thérapeutiques ou diagnostiques qui sont utilisées dans la relation de soins, mais aussi de la manière dont sont conçus les dispositifs spécialisés dans lesquels nous, soignants et soignantes, et personnes en exil, sommes prises. J'y reviendrai. Il y a toujours quelque chose qui excède ce que nos savoirs, qu'ils soient cliniques ou épidémiologiques, peuvent mettre en science, en explication, en description, en mots. Le psychiatre Claude Barrois, dans son livre « Les névroses traumatiques », paru en 1998, écrivait: les syndromes psychotraumatiques, nés avec la mort dans le tragique quotidien, les convulsions de la nature ou les affrontements des hommes, en un point peut-être encore plus exemplaire que les autres troubles psychiques, ne nous laisseront pas en repos par des développements savants, des exposés de cas, des recensions minutieuses. La raison de cette inquiétude réside peut-être dans le fait que la tragédie nous rappelle une catégorie que nos sciences sociales ignorent, celle du malheur. Depuis que Claude Barrois a écrit ces mots à la fin du siècle dernier, les sciences sociales se sont approchées de la catégorie du malheur. Néanmoins, le mot « malheur », qui n'est a priori pas une catégorie de la psychologie clinique, décrit assez justement la manière dont nous autres soignants et soignantes pouvons percevoir, à tort ou à raison, l'expérience vécue et ressentie des patients et des patientes. Je pense que chaque psychologue, chaque psychiatre, chaque psy, pour le dire rapidement, travaillant auprès de personnes exilées, s'est un jour posé la question suivante. Que pouvons-nous face au malheur des personnes exilées? Que pouvons-nous face au malheur des autres? Pour donner forme à ce questionnement, pour ne pas en rester sidéré, je vais, comme je vous l'ai annoncé, aborder la santé mentale des exilés à partir d'un double niveau, celui de la relation de soins et celui du dispositif de soins. Donc ces 2 niveaux, relation de soins, dispositif de soins. En effet, je formule ici l'hypothèse que c'est à partir d'une politique des dispositifs de soins que nous pourrons trouver à nous dégager de la confrontation brutale, parfois impuissante, au malheur des autres dans la rencontre soignante. Donc, je vais juste faire 2 petites précisions terminologiques. Parce qu'en préalable, il me paraît important de préciser que je vais utiliser le terme « exilé » pour désigner les personnes reçues dans ces associations, dans ces dispositifs de soins, même s'il existe une diversité de manières de les nommer, donc ce dont a parlé Maria Melchior juste avant, qui a pu évoluer en fonction du contexte politique. Le terme « immigré »
est en fait maintenant presque tombé en désuétude, notamment dans les médias, au profit de celui de migrants, par exemple. Donc pourquoi donc choisir plutôt le terme exilé? En premier lieu, parce qu'il ne réfère pas à une catégorie administrative, comme réfugié ou demandeur d'asile, ou à une catégorie issue de la démographie. En second lieu, et parce qu'il englobe une population plus large, la plus large possible, je dirais d'une certaine manière, tout en portant l'accent sur le vécu de départ contraint, qu'il le soit pour des raisons économiques ou politiques. Par ailleurs, le terme exilé permet de situer la personne, le sujet, non seulement par rapport à son départ du pays d'origine, mais aussi par rapport à sa situation ou condition dans le pays d'accueil. Cette condition d'exilé est marquée par une position d'altérité par rapport au national, à la manière de la condition d'étranger décrite par le philosophe Paul Ricoeur dans un texte du même nom, ou par le sentiment de ce qu'on peut appeler un écart d'existence. Donc, que ce sentiment se fonde sur un statut administratif juridique ou sur des vécus de discrimination, de racisme. Enfin, le terme exilé est utilisé, voire revendiqué, par les personnes concernées pour décrire leur vécu de la migration. Donc, autre précision terminologique, le terme clinique de l'exil, que je vais beaucoup utiliser, mais au pluriel, a d'abord été forgé au singulier par un groupe de psychanalystes dans les années 90-2000, principalement à partir d'une clinique dans les quartiers populaires. Ils ont travaillé sur les incidences psychiques de l'exil, en incluant les aspects transgénérationnels. Donc, parmi ces psychanalystes, on peut citer Olivier Douville, Fethi Benslama ou Alice Cherki. Ils avaient créé une revue qui a disparu maintenant, qui s'appelait Les Cahiers Intersignes. Donc, pour ma part, j'utiliserai l'expression « les cliniques de l'exil » au pluriel, donc non pour désigner un courant en particulier, mais pour englober l'ensemble des courants de pensée, de pratiques et de dispositifs de soins qui s'intéressent généralement aux effets psychiques de l'exil. Donc, ces précisions étant effectuées, je commencerai par une brève histoire des dispositifs de soins psychiques pour les exilés. Et dans un second temps, j'essaierai de répondre à la question « Y a-t-il une spécificité des cliniques de l'exil ?» Enfin, je m'appuierai sur l'idée d'une clinique des frontières pour ouvrir à une réflexion politique sur les espaces et dispositifs de soins. Donc, une brève histoire des dispositifs de soins psychiques pour les exilés. Pendant les années qui suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe, la santé mentale des exilés, à l'époque saisie sous les catégories de déplacés et réfugiés, commença à faire l'objet d'une attention spécifique. En France, à Paris, Eugène Minkowski, un psychiatre d'origine juive polonaise exilé en France, commença à assurer une consultation médico-psychologique au dispensaire Tiomkin, situé au 11 de la rue Saunier, dans le 9e arrondissement. Ce dispensaire recevait des personnes pauvres, dont de nombreux exilés. L'existence d'une première consultation spécialisée pour les personnes étrangères est officialisée par un accord associatif à Paris en 1952, afin de répondre aux troubles psychiques et aux souffrances des réfugiés, dispersés sur le continent européen, coupés de leurs familles, ayant survécu à la guerre et au génocide. D'emblée, les troubles des exilés sont inscrits dans un contexte politique qui, pour le moins, a participé à les produire, tragédie de l'histoire et malheur des individus. Le service créé pour y répondre s'engage à recevoir, donc je cite, à recevoir pour examen, consultation et traitement ambulatoire gratuits, tous les réfugiés atteints de maladies nerveuses ou psychiques, placés sous la protection internationale, sans distinction de nationalité ni de confession, et à leur délivrer, le cas échéant, des certificats en vue de leur placement dans les établissements appropriés. D'emblée aussi, la question du statut administratif, être placé sous protection internationale, constitue un critère d'inclusion dans la consultation. Le centre Françoise Minkowska, que vous connaissez peut-être, du nom de l'épouse d'Eugène Minkowski. Donc, ce centre est l'héritier de cette première consultation et il existe encore aujourd'hui, ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir accès à ces informations. Il permet à des personnes exilées, en général, et non seulement aux réfugiés, de rencontrer des psychologues, des psychiatres, des assistantes sociales, en s'exprimant directement auprès de soignants allophones dans leur langue maternelle ou avec l'aide d'un ou une interprète. Donc, en se décentrant du contexte français, on peut citer d'autres initiatives de prise en charge psychologique et psychiatrique des exilés en Europe. La psychiatrie dans les camps de réfugiés, dès l'après-Seconde Guerre mondiale, a été portée par les agences des Nations Unies,
telles que l'Organisation mondiale de la santé, qui a créé en 1949 une division santé mentale. On peut citer aussi la création de la première ONG internationale prenant pour objet la santé mentale, la WFMH, World Federation for Mental Health, créée en 1948. Je citerai juste un exemple de la psychiatrie pour les réfugiés de l'après-Seconde Guerre mondiale. En 1956, des exilés hongrois fuyant la répression soviétique en Autriche bénéficièrent de consultations dans les camps de réfugiés sous l'égide de la Société autrichienne pour la santé mentale, avec le soutien de l'OMS, du Haut Commissariat aux réfugiés et de la WFMH. Donc dans les années 50, ont été créés de nombreux autres lieux associatifs de prise en charge psychothérapeutique des exilés, ainsi que des consultations spécialisées pour ce public dans les hôpitaux publics. Donc rapidement, on peut citer dès la fin des années 70 le COMED, le Comité pour la santé des exilés. C'est une association pour laquelle j'ai travaillé et qui a été créée pour agir en faveur de la santé des exilés et pour défendre leurs droits, qui travaille dans un lieu de soins pluridisciplinaire, médico-psychosocial. Au tournant des années 80-90, on peut citer la consultation transculturelle de l'hôpital Avicenne, le centre Georges Devreux, spécialisé dans l'ethnopsychiatrie dont on parlait tout à l'heure. Dans les années 90, le centre Primo Levi, qui défend une clinique d'orientation psychanalytique et se donne pour mandat de recevoir les exilés victimes de torture et de répression politique. Au tournant des années 90 et 2000, à Marseille, le centre Osiris, à Bordeaux, l'association MANA, qui deviendra Ethnotopie, plutôt dans une approche transculturelle. Depuis le milieu des années 2000, j'y reviendrai, la mission France de la MSF propose des soins psychologiques à partir d'une approche plutôt par population, accueillant tout d'abord des exilés déboutés du droit d'asile, puis depuis 2017, des mineurs non accompagnés. Donc plus récemment, on peut citer le Chêne et l'Hibiscus, qui fait des permanences dans d'autres lieux médico-sociaux pour les exilés, ou CAPSIS, dont Maria Melchior a parlé, une consultation pour les migrants en Île-de-France, fondée sur l'idée d'une psychiatrie communautaire et qui fait partie du groupe hospitalier universitaire Paris-Centre. Donc cette recension n'a pas de prétention à l'exhaustivité. Elle vise avant tout à montrer la multiplicité et la diversité des lieux de soins spécialisés, publics, associatifs et humanitaires, et des approches en santé mentale qu'ils promeuvent. Pour autant, et vous l'imaginez facilement, cette multiplicité et cette diversité ne vont pas sans francisson. Elles ont pu s'accompagner de controverses théorico-cliniques, parfois très vives, qui, sans opposer frontalement ces dispositifs, ont montré à quel point ils pouvaient être porteurs d'idéal du soin psychique pour les exilés, parfois antagonistes. Donc, on a vu qu'une des généalogies de ces cliniques de l'exil a partie liée avec la Seconde Guerre mondiale, les souffrances et deuils des survivants et survivantes dispersés sur le territoire européen. Néanmoins, cette généalogie n'est pas univoque. Les cliniques de l'exil, engagées pour l'immense majorité d'entre elles ouvertement du côté de la solidarité avec les exilés, se sont construites en rupture avec la psychiatrie coloniale raciste du début du XXe siècle. On peut citer comme un des représentants les plus actifs de cette psychiatrie coloniale raciste Antoine Porot, qui brossait une psychologie musulmane et produisait une justification scientifique des théories racistes. Cependant, parmi d'autres, la question « faut-il créer des manières de soigner et des dispositifs spécialisés pour les étrangers ?» a provoqué des polémiques, parfois musclées, dans la mesure où elle réactivait la peur d'un différentialisme ethnique dans les soins. Je ne vais pas rentrer dans ces polémiques ici. Je craindrais de caricaturer peut-être un peu les positions des unes et des autres, des uns et des autres. Mais je vous renvoie donc sur cette question spécifique des polémiques au livre de Didier Fassin et Richard Reisman, L'Empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime, et à l'article de Nicolas Chambon dans la Revue française des affaires sociales que je cite là, Enjeux et controverses de la prise en charge des migrants précaires en psychiatrie. Bon, pour autant, ce débat, dont l'acuité s'est un peu émoussée, conserve l'immense intérêt de sortir de l'angle mort de nos réflexions, la possibilité d'une survivance, même inconsciente, du racisme et de formes de colonialité au sein même des dispositifs de soins en santé mentale, même si c'est parfois à notre corps et esprit défendant.
Parce que le fait même qu'il existe des dispositifs spécialisés, donc ces associations, ces services au sein des hôpitaux publics, donc ces dispositifs spécialisés pour les exilés, nous indique quelque chose du risque de créer des filières ségrégatives. Car au fond, pourquoi les exilés ne seraient-ils pas soignés comme tout le monde dans des dispositifs de droit commun, comme les centres médico-psychologiques, les hôpitaux psychiatriques, etc., la médecine de ville? De fait, ils le sont. J'en profite pour le souligner. La plupart des personnes exilées, si on le prend au sens très large, sont soignées dans le droit commun de la psychiatrie, notamment quand elles présentent des symptômes psychotiques, puisque la plupart des centres dont je vous ai parlé ne comptent pas de psychiatre. Donc, la plupart de ces personnes le sont, mais il existe des consultations spécialisées, et c'est ça qui m'intéresse. Parce que la constance de ces dispositifs, depuis maintenant plus de 70 ans, ainsi que la créativité et la diversité clinique qu'ils autorisent, nous indiquent quelque chose peut-être de leur pertinence. En fait, les cliniques de l'exil possèdent de nombreux points communs avec d'autres cliniques, d'autres manières de soigner sur le plan psychique en général, mais aussi, j'y reviendrai par la suite, ces cliniques de l'exil présentent des spécificités, mais qu'il convient de délimiter précisément. Donc, je vais ici m'appuyer un peu plus sur ma propre expérience de psychothérapeute auprès de personnes exilées et de superviseuse auprès des équipes qui les soignent. Donc, encore une fois, les cliniques de l'exil ont tout d'abord des points communs avec toutes les cliniques, de l'enfant, de l'adulte, des addictions, etc. Donc, un de mes tout premiers patients, quand j'exerçais au COMED, m'avait dit « Ce n'est pas parce qu'on est exilé qu'on n'a ni père ni mère ». J'ai tâché par la suite de ne pas oublier ça. Mais ceci étant posé, les cliniques de l'exil ont des affinités particulières avec la clinique du traumatisme et des effets de la violence. D'ailleurs, la fondation du centre Minkowska le montrait d'emblée. Les exilés, notamment les demandeurs d'asile, les déboutés du droit d'asile et les réfugiés, sont très nombreux à témoigner d'antécédents de violence dans leur pays d'origine, sur le parcours vers l'Europe et depuis leur arrivée en France. Ces vécus de violence sont corrélés à des symptômes et des troubles psychotraumatiques. Donc, peut-être que on parle souvent de troubles ou d'états de stress post-traumatique, qui sont une catégorie diagnostique du DSM, donc le manuel de l'Association américaine de psychiatrie. Les personnes exilées reçues dans les associations spécialisées consultent le plus souvent pour des symptômes liés au psychotraumatisme en lien avec les violences subies. Je vais passer vraiment rapidement, mais vous dire quand même que parmi ces symptômes les plus connus sont les reviviscences et les troubles du sommeil comme les cauchemars et les insomnies, même si le spectre est beaucoup plus large et que ces troubles psychotraumatiques, dans leur forme sévère, peuvent aller jusqu'à des altérations importantes dans la régulation des affects et des troubles de l'identité et des relations personnelles et sociales. Donc, on a forgé aussi une catégorie qui s'appelle le traumatisme complexe, qui permet de montrer l'étendue en fait, de ces troubles quand ils deviennent sévères, chroniques ou chroniques. Mais les cliniques de l'exil peuvent aussi être approchées des cliniques de l'exclusion sociale et de la précarité. Un peu comme, je pense que Maria Melchior y a insisté à juste titre, puisque les exilés, notamment dans leurs premières années en France, appartiennent pour un certain nombre d'entre elles et eux à la catégorie des grands exclus sociaux confrontés à des difficultés liées aux besoins essentiels, l'hébergement, l'accès à des ressources financières, même limitées, à la nourriture parfois, à la protection sociale. Beaucoup de personnes exilées se trouvent en situation de rupture du lien social, isolées, dépendantes d'hébergement d'urgence. Cet isolement et les troubles psychiques psychotraumatiques dont je vous parlais précédemment se répondent dans une forme d'escalade symptomatique. Les symptômes du psychotraumatisme isolent, empêchent de créer des liens pour des personnes ayant perdu leurs étayages sociaux et familiaux. La solitude de l'exil aggrave les symptômes dépressifs et anxieux. Donc, certaines études épidémiologiques s'intéressent particulièrement à cette intrication de la précarité, de la violence et des troubles psychiques. Je vous renvoie par exemple à l'étude produite par le COMED intitulée « Violence, vulnérabilité sociale et troubles psychiques chez les migrants/exilés ». Donc cette étude, et il me semble intéressant de le souligner, a vu le jour parce que les cliniciens et cliniciennes du centre de santé du COMED, moi incluse, étions confrontés quotidiennement et très concrètement à l'intrication des déterminants du mal-être et des troubles de nos patients.
Les séances de psychothérapie, parfois hebdomadaires, étaient consacrées au récit des galères du quotidien, à l'épuisement et au glissement vers des formes de désespoir auxquelles elles conduisent, nous faisant par là même témoins, parfois impuissants, mais être témoins dans l'espace de la consultation, ça peut déjà, j'y reviendrai, ça peut déjà revêtir une valeur soignante ou une valeur thérapeutique. Donc les cliniques de l'exil sont aussi des cliniques de la crise et de l'urgence. Donc j'ai pu me rendre compte, parfois non sans surprise, de l'urgence des demandes de soins et de la sévérité des symptômes présentés. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que dans une consultation, dans un centre de santé, on ne s'attend pas forcément à ce que les personnes qui consultent soient en très grande crise. C'est un peu comme si on se transformait d'un coup en service d'urgence. Donc la sévérité des symptômes présentés, donc des décompensations d'allure psychotique, avec parfois des hallucinations, des états de dissociation, des idées suicidaires franches, un épuisement physique et psychique. Ces états aigus ils peuvent nécessiter une hospitalisation en urgence. Et dans mon expérience de clinicienne, le déclenchement de la crise psychique peut se produire notamment lors des moments charnières des procédures administratives et juridiques, au moment d'une convocation à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, donc l'OFPRA, ou au moment du rejet de la demande d'asile, du rejet d'un titre de séjour ou de la perte d'un hébergement. Donc c'est dans ces moments charnières, juridiques et administratifs, que peut se produire particulièrement la crise. Il est important de le noter aussi, dans les soins en santé mentale pour les exilés, se travaillent les questions de séparation, de deuil, de perte et de manque. L'exil contraint implique la perte d'un quotidien, parfois d'un statut social plus stable et plus enviable. Il va de pair avec des séparations parfois très douloureuses, notamment pour les parents qui ont laissé des enfants au pays. En travaillant dans un article pour la Revue française des affaires sociales sur les parentalités transnationales, j'ai pu revenir sur ce point précis et, à partir de ma propre expérience et d'une revue de la littérature, insister sur la fréquence de ces séparations familiales, de la culpabilité qu'elles génèrent, de la difficulté des professionnels du soin à les entendre. Cependant, ces séparations sont d'autant plus douloureuses qu'elles sont rendues interminables par l'effet conjoint de la situation politique dans le pays d'origine. Donc on ne peut pas rentrer, on ne peut pas faire venir les enfants. Et dans le pays d'accueil, les personnes sans droit au séjour ou en difficulté de faire valoir leur droit au regroupement familial ne peuvent projeter de quelle manière et quand une réunification familiale pourra avoir lieu, ou même des retrouvailles temporaires, du fait de l'impossibilité de faire des allers-retours au pays. Donc, ça rejoint ce que disait Maria Melchior tout à l'heure, c'est-à-dire que plus la demande d'asile est longue, plus la situation de précarité administrative et sociale est longue, plus les séparations familiales durent et plus les personnes sont à risque de souffrir de troubles psychiques et d'une souffrance psychologique importante. Donc ça me conduit au dernier moment de mon exposé, autour de la spécificité de ces cliniques, des cliniques de l'exil, à partir de la notion de frontière. La frontière ne doit pas être comprise comme une ligne physique de séparation entre des pays, mais comme une ligne politique d'exclusion sociale. Cette ligne politique a des effets psychiques. En ce sens, je me propose de faire usage de l'expression clinique des frontières pour mettre l'accent sur les effets produits par les politiques qui définissent de quelle manière sont traités, pour reprendre toujours une expression de Paul Ricoeur, les autres du national. Des effets donc non seulement sur les subjectivités des premiers concernés, des personnes exilées, mais aussi de celles et ceux qui les écoutent. La clinique des frontières ne se résume pas à la clinique aux frontières auprès des exilés vivant ou transitant aux frontières européennes, à Calais par exemple, même si cette situation, que vous connaissez sûrement, des exilés à la frontière franco-britannique, est paradigmatique des effets du politique sur les vies psychiques des exilés, pour reprendre le beau titre du titre d'Élise Pètre, qui s'appelle donc La vie psychique des exilés. Donc, je vais m'arrêter. Donc, cette situation à Calais, elle est paradigmatique. Vous avez, voilà, ce sont les images qu'on a des migrants qui vivent dans des conditions très précaires en attendant de pouvoir traverser la Manche. Mais ce sur quoi je vais insister, c'est que la frontière, elle n'est pas que cette situation physique,
mais c'est une ligne de partage plus large qui traverse particulièrement, qui nous traverse et qui traverse les soins psychologiques et psychiatriques. Pour exemple, la frontière linguistique que produit l'absence ou le manque de recours à l'interprétariat dans les soins en santé mentale de droit commun. Donc, dans certains comptes rendus hospitaliers que j'ai pu lire qu'on peut lire quand on a adressé un patient, par exemple, à l'hôpital, on nous renvoie un compte rendu, et donc il m'est arrivé de lire que la consultation a été rendue difficile par la barrière de la langue. Mais la langue n'est une barrière que si on estime qu'aucun passage n'est possible d'une langue à une autre dans le soin. D'ailleurs, les dispositifs dont je vous parlais, les associations, les consultations dont je vous parlais, spécialisées dans le soin aux exilés, elles ont presque toutes pour point commun de penser la question linguistique en intégrant au dispositif de soins classiques les acteurs essentiels que sont les interprètes et les médiateurs. Ce recours à l'interprétariat ou à des psychologues et psychiatres allophones, qui parlent une autre langue que le français, explique aussi probablement et malheureusement, d'une certaine manière, le succès de ces dispositifs de soins qui ne se dément pas. En fait, une des difficultés que ces dispositifs rencontrent, c'est qu'ils continuent à recevoir beaucoup plus de demandes de soins qu'ils ne peuvent accueillir de personnes. Et cette situation, je dois quand même le souligner, risque de s'aggraver dans le contexte actuel de baisse drastique des subventions publiques aux associations. Donc, ce que les patients et les patientes racontent en consultation de leurs souffrances et de leurs symptômes se noue à la condition d'exilé, dont la question linguistique est une expression. Donc cette condition d'exilé, en ce qu'elle est définie non pas seulement par l'arrachement et les violences du parcours migratoire, mais aussi par les politiques de non-accueil en Europe qui font frontière, même à l'intérieur du pays d'accueil. Je pense ici particulièrement à une de mes patientes qui est en grande difficulté sociale et qui se trouve dans l'impossibilité de renouveler son aide médicale d'État, donc c'est le dispositif qui lui permet, ainsi qu'à ses enfants, d'accéder à des soins. Cette patiente me décrit en consultation des crises de panique provoquées simplement par le mot AME pour aide médicale de l'État. D'autres se sont effondrés à l'annonce d'un rejet de leur demande d'asile, j'en parlais tout à l'heure, physiquement dans la consultation, jusqu'à ne plus pouvoir bouger. C'est la clinique de la crise. Je pense ici aussi à la mort par suicide d'un jeune exilé, coincé depuis des mois à la frontière franco-britannique à Calais, et qui avait plongé les professionnels qui l'accompagnaient dans une très grande colère, parce qu'ils n'arrivaient pas, ils pensaient que ce suicide était indissociable de l'empêchement de la traversée de la Manche pour ce jeune. Donc à la frontière, aux frontières, le symptôme et le politique peuvent paraître inextricables. Pour illustrer un peu plus mon propos, je vais prendre quelques minutes pour vous parler des missions France de Médecins sans frontières, que j'étudie particulièrement dans ma recherche en cours, donc sur l'histoire, les pratiques et les controverses en santé mentale dans l'humanitaire. Ces missions, donc les missions France, ont été fondées d'abord dans les années 80, à partir d'une analyse politique de la situation des exilés. Donc en 87, MSF avait d'abord ouvert des dispensaires médicaux pour les personnes non bénéficiaires de la sécurité sociale. C'était avant donc, la CMU et l'AME. Et MSF avait participé avec d'autres organisations très activement à la campagne qui avait abouti à la création donc, de la CMU et de l'AME. Cette victoire avait abouti à la fermeture de la plupart des dispensaires de l'association au début des années 2000. En 2005, subsistait à Paris seulement un centre médico-social dans lequel, comme dans le dispensaire Tiomkin dont je vous parlais, un nombre de plus en plus important de personnes exilées se rendaient pour des consultations médicales ou sociales. Le chef de mission de l'époque, qui est aussi un travailleur social, décrivait dans un rapport que j'ai retrouvé dans mes recherches son désarroi face à ces personnes. Je cite son rapport. « Or, si des choses lourdes sont élaborées dans mon bureau, je n'ai pas la formation et la compétence pour répondre efficacement à des idées suicidaires ou pour des personnes évoquant un basculement progressif vers la folie ou des états mélancoliques. Beaucoup sont tchétchènes, mis sous règlement Dublin II, en très grande souffrance, sans possibilité effective de soins psy, à fréquence rapprochée et dans leur langue.
Donc peut-être juste pour information, le règlement Dublin définit dans quel pays est responsable de la demande d'asile d'une personne. Donc c'est souvent le pays où une personne a laissé ses empreintes à la frontière en premier lieu, en traversant. Donc normalement, les personnes, je ne sais pas si elles sont passées d'abord par l'Italie, doivent faire leur demande d'asile en Italie. Mais il est possible qu'elles, pour plein de raisons, soient en France et donc doivent attendre de ne plus être sous règlement Dublin pour pouvoir vraiment commencer leur procédure. Donc ça, c'était sur le règlement Dublin parce que c'est très important dans la mesure où c'est autour de cette question d'être débouté de l'asile ou sous règlement Dublin qu'MSF a fondé cette première consultation. Donc en 2007, à la suite du rapport du chef de mission dont je vous parlais, MSF ouvre, pour prendre la suite du centre médico-social, un centre d'écoute et de soins dont l'équipe pluridisciplinaire inclut des psychologues et des psychiatres. Le public reçu évoluera. Par exemple, le chef de mission parle beaucoup des personnes tchétchènes qui, à ce moment-là, demandent l'asile, mais le centre recevra beaucoup de personnes originaires d'Afghanistan, notamment. Mais néanmoins, les personnes en cours de demande d'asile, déboutées de l'asile ou sous procédure Dublin, continueront à composer la majorité des personnes reçues. Donc, ce premier dispositif psy de l'ONG pour les exilés à Paris ferma ses portes en 2012 pour des raisons de revirement institutionnel, on va le dire comme ça. En 2017, un nouveau projet de prise en charge pluridisciplinaire avec une composante psychologique importante est ouvert à Pantin par MSF en partenariat avec le COMED. Il s'agit d'un centre pour les mineurs non accompagnés, non reconnus comme tels, et en recours contre la décision administrative des déclarants majeurs, donc les MNA, qu'on appelle par communauté les MNA en recours. Et donc là encore, ce qui m'intéresse, c'est que c'est l'effet de la frontière, de la démarcation entre vrais et faux mineurs étrangers, et ses effets sur l'accès aux soins et aux droits, qui, en fait, presque autant que la prévalence des troubles et des souffrances psychologiques, a conduit à l'ouverture d'un lieu de soins. Donc le dispositif en lui-même le reflète. Aux côtés des psychologues et des infirmiers et infirmières sont recrutés des assistantes sociales, des juristes, ainsi que des chargés de plaidoyer, dont l'objectif est d'infléchir la politique nationale d'accueil des mineurs non accompagnés. MSF participe depuis à des collectifs d'associations dont les objectifs sont de faire évoluer favorablement aux exilés les lois concernant leur séjour et leur intégration. Donc on voit, vous voyez la très profonde intrication en fait, entre les questions juridiques et de santé mentale dans ces deux dispositifs de Médecins sans frontières, mais beaucoup des associations dont je vous ai parlé ont tout un volet de leur travail qui concerne le plaidoyer, qui est de travailler avec des collectifs sur, par exemple, la rétention des étrangers aux frontières, sur le droit d'asile, etc. On ne peut pas dissocier dans ce domaine du soin les questions politiques des questions purement soignantes, on va dire. Donc, pour conclure, je voudrais revenir à ma question initiale. Que peuvent les psychologues, les psychiatres, face aux malheurs dont témoignent les exilés ? Un enjeu de la clinique des frontières touche à la capacité que nous autres soignants et soignantes avons d'écouter les récits et les affects des patients. Si cette capacité d'écoute semble être une compétence évidente des psys, il faut tout de même assumer qu'elle peut être particulièrement mise à mal par ces rencontres. La clinique des frontières est indissociable d'une attention particulière à la santé mentale des équipes qui se confrontent aux effets du traumatisme conjugués à ceux de la détresse sociale, des obstacles administratifs et du départ contraint du pays d'origine. Selon chaque thérapeute, chaque soignant, tel ou tel aspect sera davantage de nature à ébranler nos certitudes personnelles et nos positionnements théoriques. Cette attention au travail des soignants a pour objectif, bien sûr, de les dégager de ce qui peut être lourd, comme on le dit communément. Il a aussi pour objet de travailler nos postures professionnelles mises à mal par les vécus d'impuissance face au malheur des autres. En ce sens, nous partageons
une certaine expérience de la frontière qui nous traverse lorsque nous écoutons nos patients et patientes. En ce sens aussi, témoigner de notre contre-transfert, c'est-à-dire de ce que nous ressentons dans cette clinique, donc témoigner de notre contre-transfert des effets de la frontière sur nous ne doit pas être compris comme un exercice égocentrique, mais aussi comme une manière de situer en quoi nous sommes concernés, certes différemment des premiers et des premières concernées. Donc dans les espaces de soins à la frontière, les subjectivités des soignants comme des soignés sont en jeu. À mon sens, une des réponses à cette confrontation au malheur est alors à rechercher du côté des dispositifs et espaces de soins comme des espaces partagés, ouvrant à la possibilité d'une biopolitique mineure ou d'une biopolitique de résistance. Alors, je vous renvoie à un entretien qui a plus de 25 ans maintenant, qui avait été réalisé par Stani Grelet et Mathieu Pot-Bonneville avec le philosophe Giorgio Agamben dans un numéro de la revue Vacarme, c'est un numéro de janvier 2000, qui s'ouvrait sur la question suivante. Peut-on imaginer des dispositifs qui ne feraient pas qu'exposer et administrer les vies, en l'occurrence les vies psychiques les plus précaires, mais leur permettraient une réappropriation en contrepoint du pouvoir qui s'exerce sur elles? Si de tels dispositifs sont imaginables, personnellement je le crois, on pourrait alors parler d'une psychopolitique de résistance et transformer le malheur subi, entendu dans l'espace du soin, en témoignage, en politique, articulé à l'acte de soin lui-même. Je vais m'arrêter là, comme ça on aura un peu de temps pour les questions. Je vous remercie.